quand on prend des engagements, Madame Ramassamy, et c'était juste ce que j'ai voulu souligner, c'est que quand on prend des engagements auprès des Réunionnais, et quand bien même, vous le savez, ce n'est pas effectivement une compétence de la région et que la région s'est montrée volontaire à le faire, c'est une compétence de l'État, vous l'avez souligné, quand on prend des engagements, on essaye de les tenir. Et donc la réalité du budget est bien loin de ce qui a été promis. Vous l'avez souligné, la région donc, a pris des engagements sur un plan de réhabilitation de logements sociaux. Vous l'avez dit vous-même, 20 000 logements sociaux en réhabilitation sur 6 ans. À minima, mais c'est vraiment le minima, et là je m'adresse à Madame Dindar qui, je pense, connaît bien ces réalités. Si on met 5 000 € par logement en réhabilitation, ce qui est absolument peu, ce qui est rien du tout, Madame Dindar, vous êtes d'accord avec moi, il faudrait à minima 15 millions d'euros sur cette ligne par an pour tenir les engagements que vous avez pris de réhabiliter 20 000 logements sociaux sur 6 ans. Si on est à 20 000 logements à 20 000 € par logement pour tenir les engagements que vous avez pris, il faudrait alors 60 millions d'euros rien que sur la réhabilitation sur le logement social. Donc juste vous dire qu'on était bien loin des réalités, et c'est juste ce qui a été souligné ce matin dans mon intervention. Monsieur Foissin, merci de confirmer que c'est une année blanche pour le plan de relance. Vous l'avez dit vous-même, donc je reprends vos propos. Donc merci donc de confirmer que cette année blanche est donc bien blanche pour la commande publique et donc pour l'investissement dans l'économie locale. Merci. Ça, madame, je ne peux pas vous laisser dire que c'est une année blanche pour la commande publique, puisque vous savez très bien que les projets sont... par exemple, à Salazie, je n'ai pas encore commencé la construction de l'école. D'accord ? Parle de nouveaux investissements, monsieur. Non, madame, non, je ne peux pas vous laisser dire les mensonges. Pardon. Très bien. Excusez-moi, Madame Coppel, pardon, qui a pris la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que c'est une matinée un peu curieuse parce qu'entre une opposition absente et une opposition approximative qui base son argumentation et qui avance de mauvais chiffres, je constate que nous sommes obligés de consommer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à réexpliquer l'évidence. J'ai envie de vous dire qu'il y a des instances où on travaille, il y a des séances qui s'appellent des commissions sectorielles où nous nous réunissons, majorité et opposition, où nous travaillons, où nous posons des questions aux services techniques qui nous répondent et qui nous permettent justement d'avoir une vraie connaissance des dossiers. Moi aussi, je lis la presse, Monsieur le Président. D'ailleurs, je pense que dans cet hémicycle, tout le monde lit la presse. Mais ce n'est pas forcément sur les chiffres donnés par la presse que je vais construire une argumentation. C'est avant tout sur les dossiers techniques qui nous sont présentés par les services. Et je crois qu'aujourd'hui, après tous ces chiffres approximatifs que j'ai écoutés, je suis en effet un peu agacée qu'on doive réexpliquer, encore réexpliquer. En même temps, je suis amusée, Monsieur le Président, parce que je m'aperçois qu'il y a une assemblée qui est un groupe qui est absent, c'est vrai, mais il y a un deuxième groupe de l'opposition. Alors l'extrême gauche de ce groupe, va-t-on dire, est quand même très insultant, très polémique, argumente sur des chiffres erronés, alors que la droite, même le centre et le droit de ce groupe est au contraire beaucoup plus constructif, beaucoup plus intéressé, pose des questions et je me dis quel est l'avenir de l'opposition dans l'hémicycle? Est-ce que nous n'aurons pas demain un groupe et 2 groupuscules, voire 3 groupes d'opposition? Enfin, j'ai estimé qu'il y avait en effet des remarques très très intéressantes et ça nous laisse augurer peut-être un avenir un peu différent, ceux qui critiquent et qui insultent tendant à se marginaliser. 2-3 mots de réponse quand même sur la problématique des transports et des déplacements, parce que là encore j'ai entendu n'importe quoi et j'ai entendu des chiffres ou des expressions excessives qui démontrent en effet que c'est un domaine complexe, en effet, le transport, les déplacements, qu'il faut prendre le temps aussi d'analyser les dossiers. Quand on parle de bus fantômes, je trouve que c'est un petit peu insultant pour les centaines de bus qui ont été de 2010 à 2016 injectés dans justement le territoire réunionnais, qui ont permis de créer 51 lignes nouvelles, 300 km de linéaires nouveaux et qui ont permis à des millions de voyageurs de prendre le bus et de voir
leur confort s'améliorer. Nous avons en plus des chiffres qui sont fiables. Nous avons une enquête déplacement grand territoire qui vient de donner des chiffres fort intéressants. Et nous constatons justement que nous avons gagné 2 points. 2 points en matière d'utilisation de transport en commun. Donc nous savons aussi que nous sommes sur la bonne voie et que nous devons progresser. Le Transeco Express, c'est avant tout 2 niveaux d'intervention. Un niveau en faveur des intercommunalités. Nous avons aidé les intercommunalités à construire des infrastructures de TCSP, transport en commun en site propre sur leur territoire. La Civis en est un exemple, la CIREST également, le TCO aussi. Et la Civis particulièrement, puisque nous continuons d'ailleurs avec le TCSP de Pierrefonds qui a été financé dans le cadre du programme Transeco Express. Le Transeco, c'est aussi la création d'infrastructures sur le domaine régional. Et la deuxième partie de notre intervention sera peut-être davantage concentrée justement sur les actions régionales, puisque nous avons, lors du précédent mandat, aidé considérablement les intercommunalités qui portaient des projets. On ne peut pas se substituer aux communes, aux intercommunalités. Nous devons les accompagner, mais c'est aussi à elles, comme dans le plan de relance, c'est aussi à elles de porter des projets. Ça a été le cas pour les projets de TCSP du Sud notamment, qui ont été largement financés par l'Europe, la région, l'État également, et bien sûr l'intercommunalité. De 2010 à 2016, c'est 120 millions d'euros qui ont été injectés dans le développement du transport collectif. État, région, fédère. Je pense qu'on ne peut pas ignorer ces actions. Alors maintenant, c'est une nouvelle page qui s'ouvre aussi. D'une part parce que la législation augmente les compétences de la région en matière de transport et de déplacement. Aussi parce que nous avons des données qui sont actualisées avec l'enquête déplacement grand territoire menée par le syndicat mixte de transport, et aussi parce qu'il y a des transferts de compétences. Donc nous allons axer nos actions sur, bien sûr, le développement d'un réseau armature avec le monorail, transport aérien, dans le cadre du réseau régional de transport guidé qui part de Saint-Benoît. Le réseau régional de transport guidé part de Saint-Benoît, relie le nord, l'ouest, le sud, pour aller jusqu'à Saint-Joseph. Ça, c'est un réseau complet. C'est un réseau dont le tracé est quasiment finalisé. Il est finalisé, simplement les élus du Sud souhaitent un petit peu plus de réflexion sur certains secteurs. Et dans le cadre de ce réseau régional de transport guidé qui nous projette jusqu'en 2030, 2040, et peut-être même au-delà, nous avons décidé de prioriser sur l'entrée est de Saint-Denis. Donc de Saint-Benoît jusqu'à l'entrée est de Saint-Denis, jusqu'à la traversée de Saint-Denis et jusqu'à la jonction avec la nouvelle route du littoral. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé des études en 2016 qui intègrent bien entendu dans le réseau régional de transport guidé le monorail ou métro aérien. Ces études, elles sont en cours. Elles avancent en rythme accéléré. Le bureau d'études est très assidu. Nos services sont également très motivés sur ce dossier. Et croyez-moi, nous aurons dans les prochaines semaines les premiers rendus et nous aurons l'occasion de revenir sur ces sujets majeurs pour notre mandature et majeurs pour le développement de notre territoire. Nous sommes bien conscients que la majorité d'entre nous subissons au quotidien des embouteillages. Et c'est pour lutter efficacement contre les embouteillages que nous mettons tous les moyens pour pouvoir améliorer aussi la circulation des usagers et réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre. Et je terminerai par le réseau armature, le réseau car jaune qui a vécu une progression incroyable pendant ces 20 dernières années, porté par le conseil départemental, et aujourd'hui, eh bien, il va vivre aussi une nouvelle vie, entre guillemets, puisque nous reprenons cette structure, mais nous allons garder, bien entendu, cette identité, l'identité car jaune qui est très forte, et ce travail considérable qui a été mené par nos prédécesseurs, mais à partir du 1er janvier 2017, nous allons amplifier, nous allons améliorer et nous allons continuer à travailler tous ensemble, tous les partenaires et les usagers pour mieux structurer les réseaux entre eux, mieux les connecter afin que les correspondances soient
davantage assurés. Donc nous vivons une révolution, participez à cette aventure plutôt que de vous marginaliser en ayant des critiques qui ne sont pas constructives, des critiques qui sont insultantes pour le travail qui est fourni aussi par les équipes, qui sont même infantilisantes. J'ai envie de dire, nous sommes ensemble pour travailler, pour avancer dans l'intérêt de la Réunion. Merci. Très bien, merci beaucoup, chers collègues. Madame Dindar, Monsieur David Lorion, Madame Murin-Aline Ouaro, Madame Fauzia Vitry. Est-ce que nous avons ensuite terminé? Merci, Monsieur le Président. Juste peut-être pour bien expliquer, peut-être revenir sur les propos pour qu'ils ne soient pas déformés. Notre agriculture va bien, Monsieur Cadet. La filière fruits et légumes est une filière structurée à La Réunion, elle marche bien. Si on ne retrouve pas ces produits locaux dans la restauration collective, c'est parce que les modes de gestion ne relèvent pas d'une compétence de gré à gré. Même si la région Réunion, le département de la Réunion, nous payons une partie pour les parents de la restauration collective, nous ne sommes pas un donneur d'ordre. Comment ça fonctionne? Aujourd'hui, cette restauration collective est assurée principalement par une plateforme qui est rattachée au lycée des Avirons. Dans cette plateforme, il y a donc 4 gestionnaires qui sont des fonctionnaires de l'État et qui sont chargés de passer de la commande. Ce sont eux qui lancent des appels d'offres. Quand ils lancent ces appels d'offres, les professionnels de la restauration collective répondent à ces appels d'offres. En fonction du cahier des charges qu'ils mettent, les gens, le professionnel, lui, il veut aussi gagner de l'argent. Même quand, si nous serions demain donneurs d'ordre, et nous pouvons mettre, pareil pour les communes, je parle en présence de maires qui connaissent bien plus que moi le problème, puisque moi je n'ai pas à gérer, mais je me suis renseignée, j'ai essayé de voir pourquoi ça ne marche pas. Depuis plusieurs années, nous voulons aider la restauration collective à avoir un peu plus de produits locaux. Pourquoi ça ne marche pas suffisamment, même si nous avons noté une progression en matière de produits locaux et principalement dans la filière avicole, sur le poulet pays et aussi sur les fruits et légumes. Ça ne marche pas parce que dans les appels d'offres, même quand on met un des critères du circuit court, parfois le prix va jouer aussi. Ça ne marche pas parce que nous sommes bons dans la production de tomates, d'oignons ou bien de produits frais, mais nous ne suivons pas dans la transformation de ces produits. Aujourd'hui, les filières organisées, les coopératives principalement, et elles font de l'excellent boulot, on n'a pas suffisamment en termes d'industrialisation les produits finis et le suivi de ces produits finis, c'est-à-dire les oignons par exemple en sachet, etc., la carotte râpée, etc. Et c'est tout ça, tout ce maillage-là qui ne permet pas encore aujourd'hui la progression que les élus que nous sommes, nous souhaitons en marge de progrès. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'on a constaté, on ne s'est pas juste contenté de constater. Les fonctionnaires de l'État qui sont rattachés au lycée des Avirons ne seront pas renouvelés et nous-mêmes, région et nous avons dit, ces fonctionnaires repartent à l'État, nous allons bâtir à partir de l'année prochaine, au niveau de cette plateforme, les moyens nécessaires avec les professionnels et les industriels pour que nous puissions avoir des vrais outils pour mettre en place le cahier des charges, mais aussi la mise en œuvre et le conditionnement de ces produits pour faire que dans les lycées et les collèges, on passe de 20% de produits locaux à 30%, et on s'est fixé des objectifs. Voilà les quelques réponses factuelles que je peux vous apporter, parce que c'est cela qui nous intéresse le plus. Et puis, ne me demandez pas si je suis fâchée avec le bio. Je mange et je consomme chez moi beaucoup de bio. C'est pas facile d'en trouver.
Et je vous dirai également que c'est le conseil départemental, nous avons lancé les AMAP pays, donc les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne qui produisent aujourd'hui, et nous en avons une bonne quinzaine maintenant qui fonctionnent bien et qui produisent des produits bio ou de l'agriculture raisonnée, parce qu'entre le bio, avec les critères sélectifs qui donnent le label bio, et l'agriculture raisonnée, on a encore une marge très, très lourde. Alors oui, je peux vous assurer que le produit bio, il est bon. Il faut faire en sorte qu'il soit peut-être accessible à toutes les bourses. Très bien, merci Madame Nadar. Monsieur David Lorion, s'il vous plaît. Oui, je vais être assez court, mais juste pour répondre à votre collègue, Madame la commissaire, Jean Galanda, notamment, qui soutenait qu'il y avait eu une baisse concernant les allocations régionales de recherche. Je ne sais pas, parce que j'ai demandé à vérifier justement au cabinet et au service où ce chiffre a été pris, mais on me confirme que l'enveloppe prévisionnelle 2016, qui était de 1 080 000 € pour 25 bourses, 25 allocations, a été attribuée donc pour l'année 2016 1 036 000 €. Donc à 50 000 €, c'est la même somme, c'est ce qui a été attribué. Les allocations, évidemment, sont attribuées en fonction de leur intérêt. Il y avait 27 candidatures pour l'année 2016 et il y a eu donc 24 allocations qui ont été attribuées. Pour l'année 2017, il y a exactement la même somme, 1 080 000 €, donc il n'y a pas de baisse si c'est la même somme. Vous êtes d'accord avec moi? Bien. Donc je voulais juste réaffirmer, et pour votre colistier, Jean Galanda, qu'il n'y avait pas de baisse sur les allocations régionales de recherche. Ou alors il faudra m'expliquer et me prouver le contraire. Sur les équipements universitaires, il y a la construction de l'IUT Les Irois. Il y avait dans le budget 2016 800 000 € d'études. Il y a dans le budget 2017 4,9 millions d'euros. Et donc entre 800 000 € et 4,9 millions d'euros, c'est une hausse. Donc on a une baisse. Donc il y a bien du budget supplémentaire pour ces équipements sur l'enseignement supérieur. Pour les autres allocations, concernant la bourse régionale de la réussite, qui concerne les droits d'inscription des étudiants ainsi que la première année d'installation, tous les étudiants qui sont en situation de la recevoir vont percevoir évidemment cette bourse régionale de la réussite. Tous ceux évidemment qui sont en droit de la recevoir. Il ne peut pas y avoir de baisse puisque c'est une autorisation de programmation qui est donnée pour l'ensemble des étudiants qui ont droit. D'accord. Voilà. Concernant les allocations postdoctorales, c'est contraint par un CDI. À partir du moment où le jeune chercheur a un CDI, il a le droit évidemment à cette allocation postdoctorale. Donc là non plus, il ne peut pas y avoir de baisse puisque c'est un droit que possède évidemment ce jeune docteur. Concernant les appels à manifestation d'intérêt, qui va remplacer les appels à projets de recherche, qu'on appelle les APP, et sur lesquels il y a eu, pour l'année 2016, plus de 4 millions d'euros de plus par rapport à ce qui était programmé dans l'année 2016. Il est bien évident que c'est pendant l'année 2017 qu'on va, en concertation avec les organismes de recherche, leur demander quels sont évidemment leurs programmes et quels sont les programmes qu'on pourra financer, parce que c'est du financement européen. Pour 80% de ce financement, c'est du financement européen. Et on adaptera évidemment la masse financière aux programmes qui nous sont présentés. Mais sachez que l'ensemble de l'enveloppe 2016 a été étudié, a été financé, et l'ensemble de l'enveloppe 2016 va l'être, à concours évidemment de la totalité de ce qui est prévu sur la ligne budgétaire du FEDER sur ce sujet. Voilà, c'est à la demande d'ailleurs des bureaux d'études, des organismes de recherche, que ces appels à manifestation d'intérêt ont été mis en place. Donc, quelle que soit la ligne budgétaire sur laquelle vous exprimez, il n'y a pas de baisse concernant le soutien à l'enseignement supérieur, le soutien à la recherche, notamment dans ce budget. Voilà.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, David Lorion. Madame Aline Ouareau-Murin, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, le conseiller régional qui était intervenu tout à l'heure sur le 20 décembre n'est pas là, mais bon, je vais répondre. Alors, juste pour rappel, que le 20 décembre, nous savons tous, c'est la fête de la libération des esclaves, qui étaient tous noirs, ou presque tous, à l'époque. On a appelé ça, effectivement, fête CAF. Et de tout temps, les pouvoirs successifs ont tenté de récupérer la libération des esclaves qui, rappelons-le, est arrivé parce que ce système esclavagiste était arrivé à bout de souffle et n'était plus rentable. Tous les pouvoirs successifs se sont cassés les dents dessus. C'est bien parce que le terme « fête CAF » contient un sens. Mais aujourd'hui, ce terme ne doit plus être utilisé pour diviser. Nous sommes une île, une terre d'accueil de plusieurs peuples venus de différents continents. En 2016, parler de fête CAF, de liberté, de l'abolition de l'esclavage, du 20 décembre, c'est faire avancer la Réunion dans l'acceptation de notre histoire. Et le Festival Liberté Métisse, c'est un événement qui rassemble toutes les composantes de la société rayonnaise, Kaf, Yabs, Arabes, Malbars, Chinois, Oreilles, autour d'une commémoration majeure de notre histoire. C'est bien parce que cette commémoration connaît toute la force que représente l'abolition de l'esclavage que la collectivité a choisi cette date pour instaurer le Festival Liberté Métisse. C'est sur cette base, en tout cas, que s'est construite notre jolie société culturelle, plurielle. Savoir où ça nous sort, savoir où ça nous vient. Et cette année, ce Festival Liberté Métisse s'est ouvert à la Chine, à l'Inde, à Madagascar, au Mozambique. Je vous invite d'ailleurs demain à 11h une opération en partenariat avec le conseil départemental où il y aura une conférence sur le Mozambique. Oui, j'ai envie de vous dire, mes chers collègues, assumons aussi ce passé pour voir dans le miroir que nous sommes ces enfants métis, ces enfants issus du blanc, du bourreau, des noirs, des frères traites, que nous sommes et formons une identité plurielle. C'est ainsi. Nous sommes le fruit de ces unions des contraires, en portant en nous le sang de l'esclave, du maître, du roi, des tribus. L'heure aujourd'hui n'est plus à la culpabilité, à la division. Je le redis, nous portons en nous ce sang de l'esclave, du maître, des rois, des tribus. Et il est important d'aller justement vers la connaissance, vers une réparation de notre histoire pour démêler le vrai du faux, pour faire jaillir la vérité, cette vérité neutre qui prône la paix des mémoires. Je rappelle également que tout à l'heure, vos collègues avaient souligné qu'il n'y avait pas d'action pour le 20 décembre. Monsieur Stéphane Foissin a eu l'occasion de le rappeler. Demain, nous allons inaugurer une stèle en hommage des Marrons, ces héros de la liberté. Ce pan de notre histoire qui a été pendant trop longtemps caché, c'est une façon justement de valoriser le Réunionnais. Ce Réunionnais qui a été en avance aussi, en même temps où, à l'époque, au XVIIIe siècle, on parlait des hommes de lumière, ici à La Réunion, les Marrons ont débattu aussi, et de façon concrète, sur la liberté. Nous aurons également, tout à l'heure, à 16h, deuxième acte, l'inauguration justement d'un travail qui a été mené par le service régional de l'inventaire sur le marronnage. Je rappelle également, pour rendre un hommage à un historien qui a beaucoup travaillé sur l'esclavage, qui a beaucoup travaillé sur notre société plurielle, Sudel Fuma. Une stèle va être également érigée très bientôt à Sainte-Suzanne pour lui rendre un hommage. Nous continuons en tout cas notre travail au niveau de la collectivité régionale, dans cette valorisation de notre histoire réunionnaise, une histoire singulière, une histoire particulière. Et soyons responsables, soyons également aussi des Réunionnais fiers de cette histoire, fiers d'une histoire qui nous fait avancer et non pas nous divise. Merci, monsieur, vous êtes revenu. Merci beaucoup. Madame Nabénéza, Madame Faouzia Vitry, et je pense que nous aurons terminé, s'il vous plaît, en essayant d'être raccourcis dans votre intervention. Oui. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste répondre à Madame Coppel, donc, et lui dire, donc, je l'avais évoqué il y a déjà quelques plénières de ça, et j'appelle de tous mes voeux une nouvelle fois, Madame Coppel-Soré, arrêtez d'être condescendante avec vos collègues, parce que ça devient vraiment déplacé. Parce que si j'étais à votre place, je ferais preuve de plus d'humilité. Vous parlez de dossiers techniques. Ben écoutez, parlons-en des dossiers techniques, parce que justement, sur les dossiers techniques et vos propres dossiers, il y en aurait un chapitre à écrire et à dire. Je ne voulais pas en arriver à là, mais puisque vous prenez vos collègues un peu de haut, donc je vais devoir le faire. Donc vous êtes la reine, Madame Coppel-Soré, des études sans fin, à travers la SPL Mariana. Et vous n'êtes plus en commission permanente, mais en commission permanente, on s'est rendu compte à plusieurs reprises de cet état de fait, ce qui a même conduit les élus de votre propre majorité à retirer certains de vos rapports. Puisque dans les faits et des dossiers techniques, puisque vous voulez qu'on parle de ces dossiers techniques, on s'est rendu compte que sur certaines de vos prestations, vous étiez plus cher que les personnes qui faisaient eux-mêmes les études. Vous faites des programmes d'études qui se rallongent d'année en année. Vous saucissonnez, en fait, parce que vous voulez l'annualité, parce qu'effectivement, ça vous permet, en fait, de maintenir votre budget. Vous demandez, en fait, le saucissonnage des études, ce qui fait qu'on étudie sur 4, 5, 6 ans la même chose, mais avec des tronçons. On poursuit, on rallonge, on complète, mais jamais on termine. Donc, si j'étais vraiment à votre place, je ferais preuve de plus d'humilité, et en tout cas, je ne viendrai pas, en fait, investiguer de la sorte en parlant d'infantilisation. En fait, vous n'avez pas le monopole, certainement pas, et ni la légitimité plus qu'une autre dans cette Assemblée pour vous exprimer. Et désolé si certaines remarques peuvent vous paraître désobligeantes, mais c'est aussi une réalité. Et sur vos dossiers, il y en aurait beaucoup à dire. Et si vous le souhaitez, avec vos propres dossiers, quand vous voulez, je vous fais la démonstration du gaspillage dans lequel vous faites de l'argent des Réunionnais. Merci. Très bien, merci beaucoup. Madame Faouzia Vitry, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Madame Nabeneza, toutes mes excuses d'avoir mal prononcé votre nom de famille. Je sais ce que c'est, j'ai passé toute ma scolarité à être appelée Mademoiselle Aboukabakar. Monsieur Waro, je vous remercie pour votre intervention. Les dispositifs que nous avons mis en place, soit que nous avons créés, soit que nous finançons à la région Réunion, contribuent à ce dont vous avez parlé, que ce soit le Club Export, la Maison de l'Export, l'association Ilvani, les VSI, Nexa et bien d'autres, sont tous des dispositifs que nous avons mis en place pour justement faire en sorte que la Réunion puisse prendre sa place légitime au sein de sa région et développer l'économie rayonnaise. Et lorsque ces dossiers passent en commission, que ce soit en commission sectorielle ou en commission permanente, qu'est-ce qu'on attend? On nous dit, c'est des gadgets que vous avez créés, c'est des copains que vous donnez de l'argent. Du coup, quelque part, je ne sais même pas quoi répondre, parce qu'au final, j'entends tout et son contraire. Nous sommes dans une politique volontariste. Si vous avez remarqué, le budget 2017 de la région en matière de coopération a augmenté de plus de 23%. Les 1,8 million qui sont inscrits dans le budget de l'année prochaine vont nous permettre de mobiliser plus de 12 millions d'euros sur les fonds européens, justement pour atteindre cet objectif. Et en matière d'échanges sportifs, éducatifs, culturels, vous avez lu le mois dernier dans nos OB 2017 que l'accent sera mis en 2017 sur l'éducation et sur le tourisme. Donc nous y sommes. Sportifs, nous accompagnons. Et dommage que Jean-Luc Priano ne soit pas là pour vous en parler. Je suis partie à la plage de Tana pour accompagner, il n'y a pas très longtemps, c'était le mois d'octobre, le marathon de Tana, des associations rayonnaises qui sont parties participer. Nous finançons plusieurs jeux. Nous avons eu à Mayotte aussi un événement sportif auquel nous avons accompagné et financé des jeunes rayonnais. Pas plus tard que mercredi, il me semble, mercredi prochain, il y aura une réunion parce que nous voulons créer un marathon Ilvani qui va faire en sorte que des acteurs sportifs de la région puissent se rencontrer. Et je vous invite, chers collègues, à vous rapprocher de M. Bertil qui sera en mesure de vous donner un peu plus d'informations là-dessus. S'agissant des relations dans l'océan Indien, là aussi pareil. Ces relations ont été tissées depuis 2010 par le président Didier Robert. Nous les entretenons tous les jours. Et c'est ce qui nous vaut cette étiquette de dire qu'on voyage. Voilà, je ne sais plus quoi vous dire parce que à la fois vous souligner cette nécessité absolue de s'installer
d'y être, de créer cette relation avec nos frères et sœurs de la zone océan Indien, mais en même temps vous nous dites, vous allez trop les voir, restez, communiquer par télépathie, ou je ne sais pas par quoi, je ne vise pas personnellement, je répète ce que j'entends tout le temps, la même chose dans ces séances. Donc soyez cohérents s'il vous plaît, nous mettons les moyens sur les domaines qui nous concernent, qui font partie de notre champ de compétences. Et si vous regardez bien les points de blocage aujourd'hui, et tout le monde le dit, c'est des domaines qui ne sont pas de la compétence de la région. Donc nous travaillons dans ce sens, chers collègues, et j'espère que votre remarque et les informations qu'on vous donne, qu'on sera à mesure, qu'on pourra vous donner à chaque fois que vous jugerez nécessaire. Rapprochez-vous de la direction du sport qui pourra vous donner un peu plus d'éléments sur la Coupe d'Afrique ou sur tous les événements océans Indiens financés ou cofinancés entre l'État et la région ou d'autres collectivités. Rapprochez-vous pour avoir ces informations. Ça permettra d'avoir des échanges constructifs ici, au lieu de toujours être à la fois dans l'accusation, à la fois dans le dénigrement, mais au final, ça n'apporte rien de concret. Mais par contre, nous sommes dans le concret, nous savons ce que nous faisons et nous allons continuer à le faire. Encore une fois, Madame Nabeneza m'a attaqué sur le fait qu'on fait de la coopération régionale et qu'on voyage. Je veux juste profiter pour remercier Nassima Dindar pour le message que tu as passé à un petit garçon de 6 ans et demi qui est venu me répéter, où tu lui as dit que sa maman travaille beaucoup pour la Réunion. Il m'a dit, je comprends maman, c'est pour ça que tu es souvent pas là. Merci. Merci beaucoup, Fauzia. Madame Setama et Monsieur Waro, bien sûr, je vous en prie. Merci Monsieur le Président. Donc j'ai beaucoup entendu donc au sein de cette assemblée le bilan donc à tirer de toutes ces interventions. Finalement, si je puis me permettre une proposition, c'est que on l'a déjà évoqué en commission économie et entreprise. C'est que distribuer de l'argent dans le cadre des fonds européens ou sur les fonds propres de la région en faveur des entreprises nécessitait à un moment donné une évaluation pour comprendre le retour sur investissement de tout ce que la collectivité pouvait apporter aux entreprises. Mais je pense que d'une manière plus générale, ce qui serait important, Monsieur le Président, et là je m'adresse à vous, c'est d'envisager très sérieusement une commission d'évaluation qui prenne la forme que vous souhaitez, mais qui permette à l'opposition bien sûr, mais à l'ensemble des Réunionnais qui nous ont portés dans cette Assemblée, de comprendre ce que nous faisons de l'utilisation de l'argent public. Il ne s'agit pas là donc d'une critique, il s'agit simplement d'une proposition pour justement éviter ce que le ressenti que l'on peut avoir de critique à chaque fois ou de dénigrement. Enfin, je terminerai en saluant, et je l'ai noté à chaque fois, l'intervention de M. Lorion, qui, s'adressant à l'opposition, le fait toujours sur un ton qui permette, même si on peut ne pas être d'accord sur la façon d'appréhender une problématique, mais qui permet à chacun de s'exprimer dans le respect mutuel. Et je voulais vous remercier, M. Lorion. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Waro. Et je pense que nous en avons peut-être terminé. Monsieur Waro, je vous en prie, oui, bien sûr. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais rappeler ici que moi, je suis un produit du mouvement associatif, puisque j'ai commencé à être dans le milieu associatif à l'âge de 10 ans. Pas il y a 10 ans, à l'âge de 10 ans. Et je pense avoir fait un peu tout ce qui existe en termes de responsabilité dans le mouvement associatif. Et si j'étais intervenu tout à l'heure, notamment pour les échanges avec l'Afrique, c'est fort d'une expérience très longue qui m'a mené à le dire. En tant qu'élu qui a quelques années quand même derrière moi de pratique d'élu, et je ne suis pas le seul, puisque j'ai des collègues ici dans cette salle avec qui j'ai travaillé pendant de très nombreuses années dans plusieurs d'autres collectivités, je ne suis plus un élu idéaliste. C'est vrai qu'il faut toujours de l'idéal pour avancer. Je suis plus un élu pragmatique et je regarde les réalisations et les faits. Et en termes de Coupe d'Afrique, il faudrait de constater que la Coupe d'Afrique n'existe plus au niveau du football et au niveau de certaines ligues également. Et donc, la demande que j'avais faite tout à l'heure a été claire, c'est qu'on a, dans le cadre de la coopération régionale, on aurait la possibilité au niveau de la région de relancer cette grande aventure de la Coupe d'Afrique, mais de l'échange
avec l'Afrique et la zone océan Indien, pas seulement au football, mais au niveau de toutes les ligues sportives de la Réunion. Et je crois que la demande existe, mais vous savez bien que les collectivités, les mairies et les clubs, et même les ligues, n'ont pas les moyens pour pouvoir faire aboutir ce genre de projet. Il faut absolument que la région ait une politique volontariste dans ce domaine. C'était l'objet de mon propos tout à l'heure. Merci.